commencer. Donc le programme, est le suivant, rappeler, les exigences de cette directive, pour pouvoir ensuite, vous préciser les acteurs qui seront concernés dans cette mise en œuvre, les impacts, donc en fait, vis-à-vis de ces acteurs concernés, les justificatifs à produire et à transmettre et enfin les prochaines étapes de la mise en œuvre de cette directive. Donc la partie introduction, je viens de la faire. Je laisserai la parole à Michel Duhalde sur le contexte et les exigences européennes, et je le remercie pour, d'avoir répondu présent pour ce webinaire et enfin je présenterai, la manière, d'y répondre en France et la mise en œuvre, telle que je l'ai présentée précédemment et enfin, les questions-réponses, 20-25 minutes de questions-réponses avec vous. Donc monsieur Duhalde, je vous laisse, Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. J'arrive pas à démarrer ma vidéo, parce que visiblement, j'ai pas le... C'est pas extrêmement grave hein, si vous ne me voyez pas, mais c'est est-ce quand que même... vous avez la possibilité de partager votre écran Ouais, ou je souhaitez que je ouais, Ah parfait. non, partage d'écran, c'est désactivé également. Je pense qu'il faut que vous me donniez La main. l'autorisation. Ouais. Là, ça devrait être bon. Ok. Là, je pense que... Et normalement, vous devez même me voir. C'est Voilà. parfait. Bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion de faire cette introduction pour ce webinaire. Je vais rappeler, voilà, comme vous l'avez dit, les grands principes un peu de l'arrêt 2. Alors, désolé pour les gens qui ont déjà vu ce PowerPoint parce qu'on reprend des éléments qu'on a déjà présentés par le passé, mais bon, voilà, tout le monde n'a pas forcément connaissance, donc je vais revenir rapidement sur un peu les bases de l'arrêt 2, telles que de la durabilité des bioénergies telles qu'elles sont posées par la directive. Donc, je vais plutôt essayer d'identifier les grands principes dans chaque slide. Les slides sont plus complètes, je vous laisserai après le soin de les relire, il y aura un peu plus de détails, mais je ne vais pas forcément lire tout ligne par ligne. Donc, le principe général des critères RED 2 pour les bioénergies, c'est, bon, en gros, c'est toutes les bioénergies, hein, électricité, biogaz, chaleur, biocarburant, et qui sont produites dans des installations qui dépassent un certain seuil. Donc, c'est pareil, les seuils sont définis dans les textes. On les a repris dans les textes français. Il y a trois grands blocs de critères de durabilité enfin, voilà, au sens de RED 2. Il y a d'une part la durabilité sur l'approvisionnement en biomasse. Donc, ça, on se préoccupe en gros de ce qui se passe au niveau du secteur amont, de la manière dont la biomasse est produite. Il y a un deuxième critère qui porte sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors ça, on compare par rapport à un combustible fossile de référence qui est mentionné dans la directive, hein, dans les annexes techniques. Et puis un troisième bloc de critères, c'est celui qui porte sur l'efficacité énergétique et qui s'applique qu'aux installations de production d'électricité à partir de biomasse. Alors, on a repris ces principes-là dans les textes français. Hein. Les producteurs de bioénergie qui ne respectent pas ces critères, d'une part, ils s'exposent à des sanctions administratives parce qu'il y a une procédure à respecter pour démontrer qu'on respecte les critères de durabilité. Et puis, ce que pose la directive, c'est que les installations de production énergétique qui ne respectent pas la durabilité ne peuvent pas être comptées dans les statistiques que les pays rapportent au niveau de l'Union européenne dans leurs grands objectifs en termes d'énergie renouvelable. Et on ne peut pas non plus leur attribuer d'aide publique. Voilà. Donc, la durabilité, c'est une condition aux aides financières dans les systèmes d'aide qui sont posés dans la directive RED. Alors, je ne vais pas revenir sur les critères de durabilité pour la biomasse agricole qui sont un peu particuliers. Il y a un peu de logique différente pour agricole et forestière, mais je vais me concentrer là sur la biomasse vraiment forestière. On a à nouveau deux blocs dans les critères de durabilité qui s'appliquent à la biomasse forestière. D'une part, des critères qui portent sur la récolte. Et bon, en gros, c'est des critères qui portent sur la gestion durable de la forêt, en fait, avec 5 critères: la légalité des opérations de récolte, la régénération effective de la forêt, le respect des zones protégées, pour faire simple, la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, et le maintien ou l'amélioration de la capacité de production à long terme de la forêt. Donc ça, c'est 5 critères qui sont posés dans la directive même. Puis on a un deuxième bloc de critères, alors qui est un peu plus macro, là, qui traite plus de ce qui se passe au niveau des États. Mais en gros, l'idée générale, c'est de dire que ces États, on veut qu'ils prennent bien en compte ce qu'on appelle le secteur des terres, qui inclut la forêt notamment, mais aussi zones humides, produits de bois, etc. Donc le secteur des terres au sens des inventaires des Nations Unies, là, relatif aux émissions de gaz à effet de serre, il faut que ça prenne bien en compte, enfin que ça soit bien pris en compte dans le système d'inventaire et dans les politiques générales de ces États, les politiques climatiques.
Un truc qui est très important pour la biomasse forestière, c'est qu'il y a une logique un petit peu particulière, c'est ce qu'on appelle l'analyse basée sur les risques. Donc, en fait, on n'a pas forcément une logique à la parcelle, regardez dans chaque parcelle ce qui se passe. C'est vraiment ce qu'on appelle cette analyse basée sur les risques. C'est en fait le principe, c'est de dire, je regarde d'abord au niveau d'un pays donné, si je considère que le droit national, la législation, la réglementation permet de considérer que les critères sont cochés. Et puis, si ce n'est pas le cas, on descend uniquement, voilà, si on constate qu'un critère, on n'a pas de quoi montrer qu'il est respecté au niveau du droit, on va descendre à un niveau plus fin de la zone d'approvisionnement forestière. Donc voilà, c'est un mode de fonctionnement qui est un peu particulier, qui est en fait une voie de simplification prévue par la directive. Et puis, un point qui est à noter, c'est que les preuves à apporter, donc voilà, il y a des éléments un peu plus techniques, un peu plus précis, qui sont en ce moment discutés dans le cadre d'un règlement d'exécution de la Commission européenne. Donc ça, il n'est pas encore sorti, mais voilà, ça fait l'objet de discussions depuis un certain temps autour de ces critères de durabilité pour la biomasse forestière. Les critères de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, alors je ne vais pas m'apesantir sur cette slide. Il y a deux idées générales. C'est que d'une part, on a un raisonnement en analyse de cycle de vie. Donc, on ne regarde pas uniquement ce qui se passe au niveau mettons la centrale thermique, par exemple. On regarde vraiment toute la chaîne. On essaie de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la chaîne pour s'assurer que, voilà, en cycle de vie, on a un bilan complet en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, le deuxième principe un peu général, c'est que les exigences sont différenciées selon les types de vecteurs énergétiques qu'on considère. Donc, chaleur, biogaz, électricité, voilà, ce n'est pas exactement la même chose. Et selon la date d'entrée en service des installations. Tout ça, c'est directement posé par le cadre de la directive. C'est un petit peu différencié. Voilà, mais voilà, les deux principes généraux, c'est ça. Et surtout, le principe d'analyse en cycle de vie qui est important à avoir en tête. Le critère d'efficacité énergétique, je vais passer rapidement dessus. Vous aurez les éléments sur la slide, mais bon, là, c'est vraiment, on regarde l'efficacité énergétique des installations de production électrique. Et puis là encore, il y a des histoires de seuil et d'exigences qui sont à vérifier. Mais on est voilà, sur un critère un petit peu à part par rapport aux deux premiers qui sont vraiment à vérifier avec une traçabilité propre. En termes de traçabilité, justement, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les opérateurs, comme je vous le disais, c'est une logique en cycle de vie. Donc, tous les opérateurs de la chaîne de valeur, depuis le producteur de biomasse jusqu'au producteur d'énergie à l'autre bout de la chaîne, ils sont soumis à des obligations de contrôle indépendant et de transparence. Donc, l'idée générale, en gros, c'est qu'ils vont se transmettre des documents tout au long de la chaîne qui vont porter l'information sur la durabilité RED 2, c'est ce qu'on appelle les attestations de durabilité en droit français. Et le dernier opérateur, qui est le producteur énergétique, va faire remonter, lui, une déclaration de durabilité qui fait la synthèse vers la puissance publique, en général l'État, et donc pour attester qu'en fait, voilà, il respecte les critères de durabilité en faisant la synthèse de tous les documents qui ont été transmis à la Pour faire tout ça, il y a deux possibilités ouvertes par la directive, deux types de systèmes. Il y a d'une part des systèmes qu'on appelle nationaux qui peuvent être entièrement définis par la puissance publique, donc par exemple par un cadre réglementaire avec arrêté. Ou alors, il y a aussi la possibilité pour les filiales, les acteurs professionnels, de monter ce qu'on appelle des systèmes volontaires. Voilà, donc c'est eux-mêmes qui vont définir un peu le cas de traçabilité. Alors, tout ça n'est pas sans contrôle, c'est présenté à la commission qui valide, qui analyse le cas qui est proposé, puis qui dit oui, ça respecte bien, en gros, les exigences nécessaires pour la RED 2. Et donc, en fait, ces deux types de systèmes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont définir toutes les règles un peu précises de traçabilité, donc tout ce que vont devoir faire les acteurs, et puis aussi les règles que vont devoir suivre les organismes certificateurs qui vont dans le système venir vérifier que toutes ces règles sont respectées, qu'en gros, tout est fait selon les canons de la RED 2. Donc, à la fin, il y a des certifications qui sont émises pour dire, voilà, les gens respectent bien le cadre, et donc, quand ils disent « je suis durable » et qu'ils donnent des informations, tout ça a une valeur est fiable parce qu'ils ont respecté les règles d'un corpus documentaire qui est défini. Voilà, la grille d'évaluation de système volontaire, elle est disponible sur le site de la commission. Là, je ne vais pas revenir sur... C'est juste un schéma un petit peu visuel qui redit ce que je viens de vous dire, voilà, avec ce principe des attestations qui transitent et puis une déclaration qui remonte au bout de la chaîne à l'État. Voilà, alors là, sur une slide, très rapidement, parce que les textes sont assez volumineux, mais les grandes idées des textes qu'on a adoptés pour la transposition de cette directive au niveau français, oui, parce que c'est une directive, donc en fait, elle n'est pas directement applicable, on doit l'intégrer dans notre droit national. On a sorti deux textes pour l'instant, et il y en a d'autres qui sont en gestation. D'une part, une ordonnance qui est sortie en mars dernier. Donc, les grands principes de l'ordonnance, c'est que d'une part, elle soumet tous les opérateurs des bioénergies aux obligations RED 2. En particulier, elle précise, elle redit qu'il y a cette conditionnalité des aides et les enjeux de comptabilité dans les énergies renouvelables pour les États. Elle pose les critères forestiers in extenso, c'est-à-dire la totalité de ce qui est écrit dans la directive a été repris dans l'ordonnance. Et par contre, pour les critères agricoles, on a rédigé ça de façon un peu simplifiée, on a envoyé vers le décret. Et puis, elle pose aussi les principes de contrôle et de sanctions administratives par les services de l'État. Donc là, on entre un peu dans la partie franco-française
de l'application. Dans le décret qui est paru fin décembre 2021, donc on est entré un peu plus dans le détail, on a donné un certain nombre de définitions sur notamment les terres de grande valeur. Donc, ça, c'est plutôt les critères agricoles. Donc, voilà. On a donné un certain nombre de définitions applicables pour la RED 2, notamment la notion de puissance thermique nominale qui détermine le seuil d'application dont je vous parlais au tout début, hein, selon que les installations sont plus ou moins grosses au sens de la puissance thermique nominale. Donc, on a précisé la définition. On a précisé aussi les chaînes d'acteurs qui sont concernés et lequel a la responsabilité de la déclaration de durabilité qui remonte à l'État. On a repris les critères agricoles in extenso de la directive. On a apporté quelques précisions sur la conditionnalité des aides, enfin un certain nombre de précisions sur la conditionnalité des aides pour les contrats qui sont définis dans le Code de l'énergie. Et puis, on a aussi prévu des dispositions transitoires tout à la fin du décret. Voilà, la RED 2 n'est pas un texte dont la mise en œuvre est particulièrement en avance par rapport à ce qui était prévu dans le droit européen. Donc, voilà, tout ça se met en œuvre progressivement. Et bon, le webinaire d'aujourd'hui fait partie de la démarche de mise en œuvre progressive. Et puis, on a 5 arrêtés finalement qui viendront clore le processus de transposition. 5 arrêtés, pourquoi? On a repris le principe qu'on avait dans les textes précédemment, c'est-à-dire un arrêté qui fait un tronc commun, valable de façon transversale, et puis après des arrêtés par filière énergétique, donc biocarburants bioliquides, électricité, chaleur et production de biométhane. Alors, donc, ça fait 5 arrêtés au total. Dans ces arrêtés, on retrouve les méthodologies de calcul de gaz à effet de serre, une liste de catégories d'aires protégées qui sont applicables pour la France, puisqu'on a vu que c'était utilisé. Le contenu et la fréquence de remontée des attestations et déclarations de durabilité, et puis des précisions sur les périodes transitoires, avec en gros un report plus ou moins jusqu'au 1er juillet 2023. Voilà, et pour finir, les éléments de transposition pour le calendrier. Donc, je vous le disais, l'ordonnance publiée mars dernier, le décret publié le 30 décembre, les arrêtés, on espère pouvoir les publier très prochainement. Donc, voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Au niveau du cadre européen de mise en œuvre, on a 13 premiers systèmes volontaires dont je parlais tout à l'heure qui ont été déjà reconnus, donc qui permettent de commencer à travailler sur, voilà, avec des règles de traçabilité claires. Un règlement d'exécution sur ces systèmes qui a été publié aussi le 27 juin, donc là encore, clarification d'un certain nombre de règles qui s'appliquent à ces systèmes volontaires. Et puis il y a encore des travaux en cours sur le règlement d'exécution dont je vous parlais tout à l'heure sur la biomasse forestière, les critères applicables à la biomasse forestière. Donc là, on est vraiment, pour résumer, dans la phase maintenant de déploiement opérationnel dans les États. Le cadre est quasiment finalisé partout, au niveau européen, au niveau des États. Et donc, deuxième semestre 2022, début 2023, on va vraiment entrer un peu dans le vif du sujet pour mettre tout ça en œuvre de façon très opérationnelle. Voilà pour cette introduction rapide. J'espère que ce n'était pas trop rapide. Les grandes idées. Merci beaucoup. Donc, j'ai enchaîné sur la mise en œuvre en France. Alors, je vais partager. Si je peux reprendre. Est-ce que vous pouvez me redonner la main? Je repartage mon écran. Non, j'ai libéré le partage d'écran. Mais... Ah oui, non, c'est pas ça. L'animateur. C'est bon, merci. Donc voilà, je ne vais pas reprendre ce qui a été clairement précisé précédemment sur les critères de durabilité de gaz à effet de serre. Peut-être rappeler la spécificité côté forêt, puisque la mise en œuvre de cette directive sur la biomasse forestière passe par une analyse de risque d'utilisation de biomasse non conforme à cette directive. Cette analyse de risque peut se faire soit au niveau national, soit au niveau de la zone d'approvisionnement forestière, ce qui permet de faciliter la mise en œuvre. Et puis le troisième pilier, je reviendrai sur la fiabilité des données, donc le passage par les systèmes volontaires qui a été présenté précédemment. Concernant les installations de combustion à partir de cette biomasse, ça ne s'applique pas aux installations de plus de ça s'applique aux installations de plus de 20 MW bois, c'est une installation de plus forte puissance. Il faut considérer cette puissance comme la somme des puissances PCI des chaudières bois. Ça a été précisé dans le décret. Ça s'applique aux nouvelles et anciennes installations, les installations existantes pour les critères de durabilité, et uniquement aux nouvelles installations, donc mises en chauffe, à partir de 2021 pour les critères de gaz à effet de serre. Et puis, pour rappel, effectivement,
ça s'applique. C'est important d'avoir ces critères de durabilité sur l'éligibilité au soutien financier public, comme cela a été rappelé. Concernant ces critères, qui est concerné en France? Donc on a fait une estimation, sur le périmètre d'application de cette directive et vous voyez, si on considère, la puissance des installations supérieure à 20 mégawatts, on trouve une centaine d'installations qui peut paraître faible au regard des 7 000 installations, en France. En revanche, ça concerne plus de 40 de la puissance installée, c'est-à-dire plus de 50 de la consommation. Compte tenu de ce volume concerné, qui est mis en œuvre en articulation avec les autres flux de la filière, l'ensemble de la filière forêt a pris en main ce sujet et s'est réuni au sein d'un consortium appuyé par un groupe technique. Et vous voyez l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui travaillent de concert pour aider et faciliter surtout la mise en œuvre pour les opérateurs. Donc ce consortium s'est intéressé à l'analyse de risque. Alors pour rappel, donc cette analyse de risque permet de préciser au niveau national, voire zone d'approvisionnement, comme je dis précédemment, le respect des critères de stock de carbone des sols et puis le respect des 5 critères de durabilité qui a été précisé précédemment. Donc en France, le consortium met en œuvre cette analyse de risque sur la zone France et Outre-mer. Cette initiative donc, est soutenue par le ministère de l'Agriculture, l'ADEME et le ministère de la Transition énergétique. Elle est en cours de finalisation et sera soumise à consultation publique, vous en serez informés à la rentrée. Ainsi, les opérateurs pourront mentionner cette analyse de risque dans leur attestation dont on a parlé précédemment, sans avoir à faire leur propre analyse de risque, de manière de simplifier l'utilisation de cette attestation par les opérateurs. Deuxième aspect, pour les gaz à effet de serre, les objectifs ont été rappelés. Pour pouvoir justifier de cette décote des gaz à effet de serre par rapport à cette référence, à une référence, on peut utiliser des valeurs par défaut, donc des valeurs déjà pré-calculées, ou à partir de données réelles, et donc qui nécessitent un certain nombre de volumes de données à recenser pour pouvoir y parvenir. Donc il est conseillé par le consortium d'utiliser les valeurs par défaut qui sont définies dans la directive, hein, ce qui fait donc, de le mentionner dans les attestations dont on va préciser les modèles, sans avoir à calculer, à faire leur propre calcul et en simplifiant le volume de données nécessaires. Le consortium s'intéresse également aux valeurs standards qui permettront de compléter ces valeurs par défaut, puisque certaines aujourd'hui ne sont pas présentes dans la directive. Enfin, le troisième pilier, qui est la fiabilité des données, donc possibilité de passer par un schéma national ou volontaire, reconnu par l'Union européenne. Aujourd'hui, il n'existe que 3 schémas volontaires destinés à la biomasse forestière, qui ont aujourd'hui chacun des avantages et des inconvénients. Comme il a été précisé, ils sont encore en cours de finalisation puisque l'ensemble des textes ne sont pas aujourd'hui parus. Les actes délégués, notamment sur la biomasse forestière, ne sont pas encore définitifs. Donc la filière continue analyse l'ensemble de ces schémas volontaires, les suit dans l'évolution de leur référentiel pour pouvoir faire des recommandations. On va voir à l'issue de la phase transitoire, donc à l'issue de la mise en œuvre de ces 3 schémas. Les 3 schémas sont les suivants. Donc il y a SURE qui a été créé en 2021, spécifique pour l'application de RED 2, qui a été validé par l'Union européenne. Il y a le système SBP créé par la filière granulée industrielle plus ancien, qui a eu un avis favorable de l'Union européenne. Et puis il y a PEFC, qui est le système connu aujourd'hui en France, encore plus ancien et qui est en cours d'examen.
Donc aujourd'hui, pour cette mise en application, sur ces deux piliers, vous voyez, donc, l'application des critères et l'analyse de risque, ce sont les exigences qui sont demandées pour la phase transitoire, qui est définie du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023. Et dans cette phase transitoire, il y a effectivement, l'analyse de risque qui va être, finalisée et la mise en application des attestations pour les fournisseurs et des déclarations pour les producteurs d'énergie, qui devront, se mettre en place dans cette phase transitoire. À l'issue de cette phase transitoire, il faudra mettre en place, les schémas de certification et les contrôles, lors de cette phase transitoire ne sont pas exigés. Donc l'analyse de risque, vous l'avez compris, sera mise à disposition, à l'automne, de même que les modèles, d'attestation et de déclaration qui seront disponibles avec une notice d'explication, également, à la rentrée avec une ouverture d'une foire aux questions afin que de vous accompagner, dans la mise en application de ces attestations et de ces déclarations. Donc concrètement, vous avez, une attestation pour les opérateurs, donc pour les fournisseurs, de bois. Donc rappeler, la période considérée ici, donc l'approvisionnement, le plan d'approvisionnement, qui sera recensé, ça sera du 1er juillet au 31 décembre 2022. C'est la période qui sera prise en compte pour cette phase transitoire. Il est demandé, de, pouvoir renseigner à la fois le type de combustible, donc selon la directive, RED II, c'est le vocabulaire de la directive RED II qui sera explicité dans la notice, et puis prévoir le cas d'un mix produit. En parallèle de cette définition des combustibles, il est demandé une fourchette de distance pour pouvoir, à la fois avec la nature du produit et ses distances, cette gamme de puissance, de distance, pouvoir, évaluer les valeurs par défaut applicables. Ensuite, donc ça c'est pour les gaz à effet de serre et enfin pour la durabilité, il peut être fait mention de, l'analyse de risque ou des attestations des fournisseurs, notamment en amont, de la fourniture, de combustible. Il est important de signaler que cette attestation, s'applique pour le lot. Ici, dans cette phase transitoire, un lot égale un client et un type de combustible sur cette période, prise en compte dans la phase transitoire. Donc, pour rappel, du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. À l'issue de la mise en œuvre de ces attestations, devront se mettre sur, les producteurs d'énergie une déclaration, devront remplir cette déclaration. Donc on reprend ici, la même période d'application sur la fourniture, de biomasse. Il est important de pouvoir rappeler, le type de chaleur, d'énergie produite, chaleur, génération d'électricité, afin de pouvoir, remplir, les éléments pour l'évaluation des gaz à effet de serre et donc avec l'application des valeurs par défaut. Tout ça sera explicité. Une partie sur la synthèse donc, du calcul, des gaz à effet de serre de son approvisionnement. Sur la partie durabilité, également référence sur, l'analyse de risque. Et puis enfin, pour rappel, voilà, certains combustibles n'ont pas encore, comme vous pouvez peut-être le voir sur, la déclaration, n'ont pas encore de valeur par défaut, donc les valeurs standards viendront compléter, ce, dispositif. Donc en synthèse, avant de passer aux questions-réponses, voilà le rétro-planning sur cette phase transitoire donc de juillet 2022 à juillet 2023. Donc à partir de janvier 2023, les fournisseurs sont invités à transmettre leur attestation dûment remplie auprès de leurs clients.
donc sur l'ensemble des livraisons entre juillet 2022 et décembre 2022. Et à partir de 2023, les producteurs d'énergie sont appelés à mettre en place leur déclaration sur la même période d'approvisionnement. Voilà pour la mise en œuvre de cette directive RED 2 dans cette phase transitoire. Donc je vous propose qu'on reprenne les questions-réponses. Je vais arrêter le partage. On va passer aux questions-réponses. Donc il y a un certain nombre de questions sur la justification, notamment sur les INI ou les indicateurs de durabilité et sur la manière dont la France répond aux différents critères de durabilité. Je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais renvoyer vers l'analyse de risque. En fait, cette analyse de risque va reprendre critère par critère la manière dont la France répond à ces exigences. Donc à la fois les dispositifs réglementaires ou non réglementaires qui permettent de répondre à ces critères, de contrôler ces critères. Et le troisième pilier, c'est des indicateurs pour évaluer la performance de ce dispositif-là pour y répondre. Donc voilà le principe de l'analyse de risque. Donc elle sera mise en consultation à partir de fin août, début septembre. Nous avons une question sur les bioliquides. Un acteur économique qui utilise un bioliquide pour produire de la chaleur est soumis aux critères de réduction de gaz à effet de serre ou uniquement critères durabilité. À la lecture des textes, on comprend que seul l'acteur qui produit ou vend un bioliquide doit justifier de la réduction gaz à effet de serre. Est-ce que, M. Duel, vous avez une réponse sur la partie bioliquide? Oui, enfin, la réponse, c'est que c'est le producteur de chaleur, ou d'électricité d'ailleurs, il est soumis à une obligation. Les textes sont clairs là-dessus. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas dire, ah ben non, la personne qui à l'amont fait du bioliquide, c'est lui qui s'en occupe. Les textes disent, vous utilisez de la biomasse pour faire de l'électricité ou de la chaleur, vous êtes soumis aux obligations. Donc, effectivement, cet opérateur qui produit de l'électricité ou de la chaleur va devoir récupérer auprès de l'acteur à l'amont qui produit du bioliquide les informations de durabilité pour lui-même faire remonter une déclaration vers la puissance publique. Et d'ailleurs, du coup, on s'est assuré dans les textes d'avoir un peu les jonctions juridiques pour s'assurer que, effectivement, un producteur de bioliquide, quand il vend directement son bioliquide, il peut faire remonter une déclaration à l'État. Quand il vend à quelqu'un qui produit de l'électricité qui est lui-même soumis à la RED 2, dans ce cas-là, il passe l'information à cet acteur-là qui lui-même fera remonter une déclaration à l'État. Ça, normalement, c'est relativement clair. Merci. Il y a une question concernant la date à partir de laquelle les opérateurs doivent concrètement remplir cette attestation. Je pense que la réponse a été appliquée. C'est à partir de janvier. Les attestations devront être mises en œuvre par les fournisseurs pour qu'à partir d'avril, les producteurs d'énergie puissent faire leur déclaration. Il y a une question sur la possibilité de rejoindre le groupe technique du consortium. Je vous invite à faire une demande. Voilà, le consortium y répondra. Une question sur est-ce qu'un installateur de centrale devrait aussi émettre une attestation. Donc je pense que c'est le constructeur. L'installateur n'est, à mon sens, pas concerné.
M. Duel de compléter, c'est uniquement le producteur d'énergie Oui, qui doit justifier de la durabilité de son approvisionnement. ouais, 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 tout à fait. Pour les installations de combustion inférieures à 20 MW, aucune déclaration ne doit être faite. En effet, il n'y a pas d'obligation de justification sur les installations de moins de 20 MW. Alors, pour rappel, ces 20 MW, c'est l'ensemble des puissances bois PC qu'il faut considérer, pour rappel. J'ai une question sur l'analyse de risque. L'analyse de risque est-elle faite nationalement ou est-elle à faire pour chaque fournisseur? L'analyse de risque, en fait, est vraiment faite par le consortium sur l'ensemble du territoire français et outre-mer. C'est une analyse de risque qui est faite de manière à pouvoir être conforme aux 3 schémas, enfin à l'ensemble des schémas de certification. Donc effectivement, les fournisseurs n'auront pas à faire leur propre analyse de risque et pourront s'appuyer sur celle-ci, puisque le consortium fait en sorte que cette analyse de risque soit reconnue par les schémas de certification existants. Donc non, pas d'analyse de risque à faire par les opérateurs. J'ai une question sur les installations de moins de 6 MW. Non, il n'y a pas obligation de mettre en place la directive RED 2 pour les installations inférieures à 6 MW thermiques. Alors peut-être sur cette puissance, Ouais. effectivement, peut-être rappeler qu'il y a des discussions en cours. C'est ce que vous disiez, M. Duel. Non, oui, enfin, le 6 MW, juste rappeler que là, on a une discussion qui était focalisée sur les combustibles solides, mais la directive, elle fait une distinction quand on produit de l'élec et de la chaleur à partir de combustibles gazeux. Le seuil est plus bas, c'est 2 MW. Et quand on fait de l'élec ou de la chaleur à partir de combustibles solides, là, le seuil est de 20 MW. Donc, il y a quand même cette distinction à avoir en tête dans les seuils. Et effectivement, oui, il y a des discussions en ce moment, dans le paquet Fit for 55, j'ai vu qu'il y avait une question sur le sujet, sur le renforcement des critères de durabilité. Donc, avec des évolutions de cette nature-là, notamment l'abaissement des seuils, et oui, un renforcement d'un certain nombre de critères. Après, les principes généraux de la RED 2 ne seraient pas fondamentalement chamboulés. Mais, bon, la négociation n'est pas terminée, donc on ne peut pas apporter de réponse très définitive à cette question, mais les fondamentaux qu'on vous a présentés ce matin resteraient globalement les mêmes sur le mode de fonctionnement. J'ai une question sur l'applicabilité au bois déchet. Donc oui, le bois déchet est concerné. Il n'y a pas de critères de durabilité, en revanche, pour le bois déchet. Il y a des critères de gaz à effet de serre. Effectivement, il faut mettre en place cette attestation et justifier de la décote sur les gaz à effet de serre. De la même manière, sur les combustibles SSD, donc le bois d'emballage ou les connexes de scierie, c'est considéré comme résidu par la directive RED 2. Donc, de la même manière, il n'y a pas de justification des critères de durabilité, mais des critères de gaz à effet de serre. J'ai une question sur les déclarations peuvent-elles être fournies par des fournisseurs étrangers? Donc sur un approvisionnement étranger, ces attestations peuvent être remplies, mais il faut faire mention, les modèles le mettent, sur l'application dans le pays concerné. Donc il faut que cette attestation puisse s'appuyer
soit sur un schéma, sur une analyse de risque qui serait faite soit dans la zone, soit dans le pays concerné, soit dans la zone d'approvisionnement, soit dans le pays concerné. Ou alors renvoyer vers une autre attestation conforme dans le pays concerné. Question pour vous, Monsieur Duhalde. Vous avez évoqué 36% de rendement électrique net, ce qui paraît très élevé. Quelle est la consommation d'auxiliaires prise en compte? Oula, alors là, on entre dans les questions techniques à laquelles je ne vais pas pouvoir répondre comme ça, mais je vais peut-être noter la question. Et puis, parce que là, je pense qu'il faudrait que ce soit mes collègues du bureau qui s'occupent justement des filières électriques qui répondent sur ce sujet. D'accord, donc vous confirmez les 36% de rendement électrique net. Et je propose que ces réponses, vous puissiez on le transmettra dans ce cas-là. Ouais, je vois plus forcément la question là dans le. Mais ouais. C'est le dossier. Je vous renvoie un mail et puis voilà. Oui, d'accord, oui, on va faire comme ça. Pour que je puisse l'apporter a posteriori. Ouais. Donc la même question sur le fournisseur étranger. N'hésitez pas à reposer une question si ma réponse n'était pas claire. Donc, oui, elle devra s'appuyer sur l'attestation. C'est le format français tel qu'il sera diffusé. Par contre, faire appel à une analyse de risque de la zone considérée ou du pays considéré. J'ai une question sur pourquoi un lot égale un type de combustible alors qu'il y a la possibilité de faire un mix de produits. Si un lot doit donc correspondre à... c'est ça, en fait, un lot égale un type de combustible et dans le type de combustible, il y a, si c'est de la plaquette forestière, si c'est du bois déchet, etc. En cas de mix produit, le mix doit être homogène. Vous ne pouvez pas, voilà, c'est le mix qui est considéré comme un produit. Et donc, cette composition, vous avez la possibilité sur ce lot globalement homogène de préciser le pourcentage, puisque le pourcentage, par exemple, entre la plaquette forestière et du bois SSD, va avoir une implication sur les valeurs par défaut utilisées après pour justifier le gaz à effet de serre. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien considérer le type de produit ou la composition du mix produit, et ce de manière homogène. Qu'en est-il de la production d'hydrogène à partir de biomasse? Je ne sais pas si M. Duhalde, vous pouvez répondre à cette question. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une installation de... Alors ça dépendra, je pense, de à quoi est utilisé l'hydrogène. Bon, sur le plan des principes, quand même, enfin, si votre hydrogène est gazeux et produit à partir de biomasse, vous êtes un biogaz au sens de la directive RED 2. La directive RED 2, elle n'est pas compliquée. Vous prenez de la biomasse, vous faites du gaz, c'est du biogaz. Voilà. Donc, si c'est de l'hydrogène, ben, c'est pareil, c'est du biogaz. Et donc après, ça dépend si votre hydrogène est utilisé dans le transport, s'il est réutilisé pour faire de l'électricité, s'il est utilisé à des fins industrielles. Ça va dépendre un peu de comment il est utilisé. Mais sur le plan des principes, il n'y a pas d'exclusion par nature de l'hydrogène qui serait produit à partir de biomasse. C'est couvert par RED 2, mais les exigences applicables vont dépendre de l'utilisation finale de cet hydrogène. Merci. Donc on a répondu au Fit for 55, sur l'évolution de la directive. Est-ce que vous connaissez, M. Duhalde, le calendrier prévu pour la fin des discussions?
Non, pas très précisément. Là, ce que vous pouvez avoir en tête à ce stade, c'est que donc, la proposition de révision, elle a été présentée par la Commission européenne en mi-juillet dernier. Là, fin juin, le Conseil de l'Union européenne, donc c'est-à-dire les États membres, se sont mis d'accord sur leur propre version du texte en amendant différentes parties. Et puis, le troisième acteur, qui est le Parlement européen, lui, va se prononcer sur sa version du texte mi-septembre. Donc, ils n'ont pas encore tout à fait finalisé, eux, leur discussion de leur côté. Et à partir de là, on va entrer dans une discussion à trois acteurs, ce qu'on appelle les trilogues, c'est-à-dire la Commission qui avait sa version, le Conseil de l'Union européenne, les États membres qui ont leur version, et le Parlement qui a sa version, donc trois versions différentes du texte, qu'on confronte pendant des semaines ou des mois pour arriver à la version finale sur lesquelles les trois co-législateurs se mettent d'accord. Et ça, j'ai pas d'horizon très précis ça dépend vraiment de la discussion, de la négociation, s'il y a des points durs sur lesquels les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Voilà, on peut espérer que après septembre, je ne sais pas, peut-être un semestre ou maximum un an, il y aurait un accord qui sera trouvé. Et juste pour info, dans la directive, la proposition de la Commission à ce stade, la transposition doit être finalisée par les États membres pour fin 2024. Voilà. Bon, sachant que ça peut paraître relativement court au regard de la transposition actuelle qui a pris quand même beaucoup de temps, mais sauf que, comme je le disais tout à l'heure, les fondamentaux de la directive RED 2 ne sont pas totalement chamboulés. Donc, on ne va pas repartir de zéro. On va reprendre une base de transposition qu'on a déjà faite, qu'on va amender, compléter, etc. Mais voilà, le gros du travail a été fait pour la transposition RED 2. Donc, voilà, cet horizon de fin 2024, il est possible qu'il reste valide. Avec la précision que ça risque de toucher des opérateurs complémentaires d'autres opérateurs. Donc l'application, effectivement, Oui. sur le terrain, ça Ouais. risque d'être un marché. Après la phase transitoire, la fréquence de déclaration restera-t-elle semestrielle? Donc ça, si je m'abuse, c'est dans les projets d'arrêté. Ouais, alors, Ouais. moi, on ne peut pas s'engager là à ce stade sur, enfin, je ne peux pas vous donner une réponse très définitive. A priori, oui, on est parti sur une fréquence annuelle à ce stade qui est effectivement dans les projets d'arrêté. Bon, on est dans une phase transitoire qui doit aussi nous permettre, côté État, et c'est un travail là qui reste à mener, de s'assurer que, bon, juste pour le contexte, côté État, la décision qui a été prise, c'est de vraiment se tourner vers les systèmes volontaires et de laisser les filières en fait prendre les choses en main, comme ça avait été le cas pour les biocarburants. Donc c'est vrai que du coup, on s'est mis un peu en position de réaction, voilà, de voir ce qui était possible de faire avec les systèmes volontaires. Et nous, du coup, on prend acte un peu de tout ça et après, on va l'intégrer dans nos process. Donc, il doit y avoir maintenant un peu un travail côté État, de s'assurer que ce qui remonte avec les déclarations de durabilité, ça sera notamment exploitable par les services de l'État localement, qui vont pouvoir utiliser ces informations, les croiser avec d'autres documents qui remontent déjà, les plans d'appro et tout ça. Donc voilà, il y a encore ce travail un petit peu à mener qui va permettre d'y voir un peu plus clair sur la manière dont l'État, après, peut utiliser tout ça. Et donc, dans cette discussion, il va y avoir la pertinence de cette fréquence de remontée. A priori, on n'est pas parti pour modifier la fréquence annuelle, mais voilà, je ne peux pas m'engager définitivement à vous dire pour les siècles des siècles, ça sera toujours un an. Voilà, ça dépendra quand même un petit peu de discussions qu'on a avec nos services déconcentrés, tout ça qu'il va quand même falloir associer de plus en plus à cette dynamique. Merci. Une question sur comment s'articulent les certifications selon le schéma volontaire et les déclarations de durabilité. Ce serait trop long à développer, ça dépend vraiment d'un schéma à l'autre, tout n'est pas encore statué. Ça sera bien l'objet des recommandations du consortium, de pouvoir répondre à ce type de schéma. Et donc on vous invitera effectivement à d'autres échanges et puis qui permettra de préciser l'application sur la phase après la phase transitoire. Si le pays ne fait pas partie de l'Europe, quels critères de durabilité appliquer pour l'analyse de risque? Comme c'est les mêmes en fait, puisqu'en ça doit s'appliquer à la biomasse qui rentre dans les installations de combustion qui sont sur le sol européen. Et donc la justification doit être la même. Donc c'est les mêmes critères de durabilité avec cette possibilité de faire appel à une analyse de risque sur la zone d'approvisionnement si c'est plus pertinent que sur le pays.
La puissance PCI, c'est bien la puissance entrant du générateur. Y a-t-il un lien entre quota d'émissions CO2 et RED 2? Est-ce que M. Duval voulait répondre? Quota CO2 au sens de l'ETS. Alors oui, il y a un lien. Pour faire très simple, les textes côté ETS, donc marché des quotas carbone européens, ont été un peu adaptés là dans les dernières années. Juste pour dire que sur le principe, une installation qui utilise de la biomasse pour faire de l'énergie en combustion, elle a le droit de compter un facteur d'émission 0 si cette biomasse est durable au sens de l'arrêt 2. Voilà, c'est juste, on a en gros aligné les textes pour dire, maintenant qu'il y a l'arrêt 2 qui existe, quand vous utilisez de la biomasse et que vous êtes au-dessus des seuils, évidemment, que vous êtes soumis à l'arrêt 2, ben, votre biomasse doit être durable. Et il y a eu un petit règlement d'exécution là, qui est paru. Enfin, voilà, il y a des petits ajustements qui ont un peu fait parler ces derniers temps. Mais la commission, constatant que quand même la RED 2 avait un peu de retard, elle a ajouté la précision que pour l'année 2022, en gros, on considérait que ça, c'était satisfait et qu'il n'y avait pas de contrôle, parce que bon, le fait est que la RED 2 n'était pas encore prête et opérationnelle. Donc, voilà, il y a une espèce de période de transition là où on a acté que pour 2022, c'était satisfait et qu'en gros, le contrôle serait fait à partir de 2023, pour l'année 2023. C'est les déclarations de 2023 qui devront justifier le critère de durabilité des plans d'approvisionnement de 2022. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est plutôt sur côté ETS, les choses sont plutôt vérifiées au début d'année suivante. Donc, je pense que du coup, ça sera de façon effective les contrôles de début 2024 sur les déclarations de l'année 2023 qui vont vérifier que du coup, la durabilité était respectée. Mais pour 2020, enfin, début 2023, pour l'année 2022, bah, on considère que ça sera satisfait parce que les textes le disent. Enfin. Merci pour cette précision. Ces déclarations sont à faire pour chaque lot. Oui, donc effectivement, c'est une attestation des fournisseurs pour chaque lot. Et donc, dans cette phase transitoire, pour rappel, le lot, c'est l'ensemble sur la période considérée, l'ensemble des combustibles de même nature sur la période considérée. Donc, vous pouvez, si vous fournissez de la plaquette forestière sur les 6 mois considérés, ça sera et sur une zone d'approvisionnement dans la fourchette considérée. Alors, une seule attestation est possible. Pour les producteurs d'électricité pellet qui utilisent les connexes également en interne, il faut fournir la déclaration client électricité pellet. Mais comment gérer l'autoconsommation de biomasse? Vous avez une réponse, monsieur Dupel? Excuse-moi, pardon, j'ai pas entendu la question. Nous sommes sur l'autoconsommation, c'est-à-dire dans les producteurs d'électricité. Donc en cas de cogénération ou de production de pellets, par exemple, ils utilisent leur connex interne, par exemple les écorces. Est-ce qu'il faut fournir la déclaration client que l'acheteur d'électricité et les acheteurs de granulés? Et dans ce cas-là, comment gérer l'autoconsommation? Non, alors il n'y a pas de principe de transmission au client, consommateur de chaleur ou d'électricité. Enfin, là, le principe qu'on a présenté tout à l'heure, hein, c'est le producteur d'électricité et de chaleur. Alors après, que ce soit de l'autoconsommation ou pas, hein, les textes ne font pas de distinction. En tout cas, au niveau français, on n'a pas dit quand c'est de l'autoconsommation, vous n'avez rien à fournir. Le principe, c'est quand c'est de l'autoconsommation, mais par exemple, vous recevez une aide publique, vous êtes sous contrat, ben, vous allez faire remonter une déclaration de durabilité comme n'importe quel autre acteur, parce que vous êtes avant tout un producteur d'électricité ou de chaleur à partir de biomasse. Et ce producteur fait remonter à la puissance publique. Mais voilà, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que la RED 2, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est tourné vers le client final. Le consommateur, c'est vraiment le producteur d'énergie, de bout de chaîne, qui transmet à la puissance publique et qui un peu justifie de la durabilité. Donc, dans le cas de la consommation des écorces, il faut qu'il s'appuie, que c'est des déchets, donc justifie des gaz à effet de serre. Oui.
se demande il est demandé pourquoi il n'y a pas de valeur par défaut pour la cogénération à partir de biomasse solide, alors que ça existe pour les bioliquides. Je confirme que c'est le cas. En revanche, moi, j'ai pas d'explication pourquoi ça existe dans un cas ou dans l'autre. La construction de valeur par défaut. Non, moi, j'étais pas là au moment de l'élaboration de la directive RED 2, donc ça dépend beaucoup quand même de ces annexes, la technique, ça dépend beaucoup de la capacité notamment ce qu'on appelle le centre commun de recherche de la Commission, c'est un peu le laboratoire interne de la Commission. Voilà. S'ils avaient des données à ce moment-là un peu détaillées sur les différentes technologies et les différentes biomasses, ben, effectivement, on se retrouve avec des valeurs par défaut dans la directive. Et quand c'était moins le cas, ben, effectivement, il n'y a pas forcément de valeur par défaut dans le cœur de la directive. C'est un peu un produit de l'historique d'élaboration et des données disponibles à l'époque. Voilà, sachant qu'il est bien prévu la construction de valeurs standards, y compris pour ce type d'usage. Question sur la précision de la production d'énergie sur le parc concerné. Donc là, je vous invite à vous rapprocher. Donc, on mettra le lien vers le recensement du CIB qui précise effectivement le parc des installations en fonction des volumes et donc de la puissance, enfin de la chaleur, d'électricité fournie. Voilà, sinon je vous invite à repréciser les questions, mais on vous mettra le lien vers ce recensement. Une question sur la biomasse agricole utilisée dans les installations de pollution, si je comprends bien, sur les critères de durabilité sur la biomasse ligneuse hors forêt. Donc c'est de la biomasse, c'est pas agricole. Hein. Voilà, sur la biomasse ligneuse hors forêt, on va être sur du hors forêt. Donc il y a des valeurs. Ça va être, ça ne sera pas soumis du coup à des critères de durabilité, puisque ça s'applique sur la partie forestière. Par contre, ce sera soumis à des critères de gaz à effet de serre. En revanche, sur la biomasse agricole de type paille, par exemple, là, il y a des critères de durabilité spécifiques à la biomasse agricole. Je ne sais pas si, M. Dual, vous avez... donc je vous renvoie sur les textes, on n'a pas développé ici, effectivement, sur la partie critères de durabilité, sur la biomasse agricole, puisque c'est quand même des cas plus spécifiques et moins développés en France. Je ne sais pas si vous avez des éléments complémentaires, M. Dual, sur cette partie biomasse agricole. Non, pas spécialement. Je pense qu'effectivement, la question peut se poser sur de la biomasse des parcs et jardins. Voilà, c'est effectivement, enfin, les bois, la biomasse issue de la biomasse ligneuse. Bon, là, effectivement, on est clairement en forêt. Après, moi, je serais un peu plus prudent sur les haies, enfin, tout ce qui est issu de l'agroforesterie. Je pense que ça, c'est quand même assez clairement de la biomasse qui se rapproche qui est rattachable à la biomasse agricole. Donc, à mon avis, c'est quand même, dans l'esprit, c'est plutôt les critères biomasse agricole qui devraient s'appliquer. C'est sûr que c'est pas de la forêt, une haie n'est pas une forêt, mais ouais, je pense qu'on est quand même plutôt sur les critères biomasse agricole. Après, je pense qu'il n'y aura pas au vu de la manière dont ces critères sont construits, il n'y aura pas de difficultés spécifiques, je pense, sur ce type de biomasse. À clarifier du coup sur bois hors forêt et sur les valeurs que l'on peut utiliser. Mais ça dépend vraiment du. Enfin, bois hors forêt, c'est une catégorie un peu vaste, donc en fait, il faut vraiment regarder qu'est-ce qui est derrière et pour apporter une réponse. C'est un peu. Effectivement. Sur les projets qui sont en cours de construction, qui risquent de passer sous les seuils au-dessus des seuils de RED 3. Dans quelle situation est-il? Est-ce qu'il faut anticiper RED 3 qui serait
utilisé ou le fait d'être mis en œuvre avant l'application du RED 3. En d'autres termes, est-ce qu'il y a rétro-application de RED 3 sur les installations démarrées avant l'application de RED 3, vous nous aviez dit début 2024. Non, transposition pour fin 2024. Après, bon, c'est difficile d'anticiper sur la RED 3, c'est-à-dire qu'à ce stade, on est sur un projet de texte, donc on ne peut pas demander aux opérateurs de dire ah oui, prenez en compte un texte qui officiellement n'existe pas encore. Donc, le principe, c'est quand même celui-là. Après, effectivement, il va y avoir une transposition pour fin 2024. Dans RED 3, quand même une des évolutions à avoir en tête, c'est que sur le critère gaz à effet de serre, il va y avoir effectivement une forme enfin, en tout cas, une application aux installations existantes, avec, enfin, probablement des périodes transitoires, mais là encore, ça fait l'objet de négociations, donc on n'a rien de définitif à ce stade, mais voilà, mais tout ça ne va véritablement s'appliquer déjà qu'une fois que le texte sera voté au niveau européen, puis transposé au niveau français. Mais d'ici là, on ne peut pas demander aux acteurs d'anticiper le contenu du texte, c'est pas possible. Ce sera vraiment à ce moment-là qu'il faudra mettre à jour nos textes et communiquer en conséquence. Comme les produits connexes ne sont pas concernés par critères de durabilité, pourquoi figurent-ils sur l'attestation de durabilité? C'est pour utiliser un seul et même modèle. Effectivement, il n'y a pas à remplir, on rajoutera non concernés sur la partie critères de durabilité. Merci pour la remarque, mais c'était bien l'objet d'avoir un seul modèle à adapter en fonction du combustible concerné. Question sur la phase transitoire. Donc oui, la phase transitoire, pour rappel, du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023. Dans l'attestation, effectivement, il n'y a pas les valeurs par défaut, c'est au niveau de la déclaration. Donc c'est bien le producteur d'énergie qui doit renseigner et qui doit faire le calcul ou utiliser les valeurs par défaut au final, puisque c'est lui qui aura l'ensemble des informations et qui devra justifier de ses objectifs, de l'atteinte de ses objectifs gaz à effet de serre. Sur les critères retenus en termes d'impact sur la biodiversité et sur la ressource en eau, donc les 5 critères ont été rappelés dans la directive RED 2. Par contre, le détail, là encore, je vous invite à prendre connaissance de l'analyse de risque qui sera mise en consultation d'ici la fin d'été. Et vous avez justement les critères, le détail des critères qui peuvent être respectés et puis la manière dont la France respecte ces critères. Sur les installations soumises à quota, je pense qu'on a répondu sur, avec le règlement, on pourra mettre la référence au règlement. Et sur le fait que, si j'ai bien compris, M. Buald, l'application pour l'installation quota carbone, c'est, vous avez dit, c'est des déclarations de 2024 sur l'approvisionnement de 2023, puisque l'approvisionnement de 2022, selon vous, est justifié comme, est considéré comme durable. Ouais, c'est ça, oui. Sur l'hydrogène, je pense qu'on a répondu, ça dépend, le seuil dépend de l'usage qui est fait de l'hydrogène. Si c'est pour la combustion ou pour le transport, oui, les seuils de 20 MW et de 2 MW, encore une fois, la directive est très précise. C'est quand vous faites de l'électricité ou de la chaleur à partir de quelque chose de solide, c'est 20 MW. Quand vous faites de l'électricité ou de la chaleur à partir de quelque chose de gazeux, c'est 2 MW. C'est comme ça que c'est rédigé. Donc, merci pour cette précision. Il reste 6 questions et ensuite on mettra fin au webinaire. Est-il nécessaire de préciser la distance en kilomètres et comment intégrer le mode de transport? Donc là, on a fait référence uniquement
kilométrage et vous voyez que en fourchette, hein, pour pouvoir utiliser la valeur par défaut. Si vous voulez faire un calcul plus précis, vous pouvez toujours le faire, donc en mettant effectivement le nombre de kilomètres. Et le mode de transport, vous pouvez également le préciser. À vous de justifier les calculs et les méthodes de calcul. Donc, c'est le principe de la série que vous avez rappelé, monsieur Duhal. Et le mode de calcul est précisé dans les annexes de la directive. Une question sur à quel organisme les déclarations des producteurs devront être transmises aux producteurs. Ici, c'est les producteurs d'énergie. Donc, à quel organisme les déclarations devront être fournies. Alors, je pense que c'est pendant la phase transitoire. Je ne sais pas si M. Duhal, vous avez encore déjà la réponse. Non, on n'a pas de réponse très précise à ce stade. Bon, on va clarifier ça rapidement, je pense que je sais, mais voilà. Je pense qu'à ce stade, on ne peut pas dire précisément à qui on va faire remonter une déclaration. A priori à l'État, mais, voilà. Mais je peux pas mais vous à qui dire. exactement, ça sera précisé. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, pareil, hein, on vous en informera après le webinaire dès qu'on a votre retour. La directive RED 2 évoque la cogénération. Est-ce que la France suivra RED 2 sur le développement de la cogénération? Donc là, on peut déjà citer qu'il y a le PCIB. Il y a déjà un retour de cogénération. Je ne sais pas si vous avez des éléments complémentaires, M. Duhal. Non, après, enfin, la RED 2, c'est pas parce que la RED 2 cite la cogénération que c'est à voir comme une consigne qui est donnée aux États membres de soutenir la cogénération. Enfin, après, ça, c'est la RED 2, elle fixe un cadre applicable à un peu tous les types toutes les technologies et tous les types de valorisation de la biomasse. Puis après, les États ont leur propre cadre national suivant les orientations politiques qui sont retenues nationalement. Voilà. Les conditions de contrôle sont-elles déjà définies? Je pense que non, à ce stade. Non, il n'y a pas de façon très précise. Après, sur le volet contractuel, quand même, les contrats pour l'électricité et le biométhane, donc qui sont cadrés dans le Code de l'énergie, le décret est quand même assez précis. On a pas mal travaillé avec le Conseil d'État sur ce sujet. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'éléments procéduraux qui ont été quand même inscrits dans le décret pour voilà, préciser les choses, la manière dont le préfet peut intervenir, les délais de réponse, etc. Il y a quand même pas mal d'éléments dans le décret, mais après, de façon plus opérationnelle, à ce stade, ça ne va pas plus loin. J'ai une question sur les installations de moins de 20 MW soumises à quota d'émission. Doivent-elles respecter les exigences de RED 2? Enfin, c'est pas le TS qui détermine à qui RED 2 doit s'appliquer. Hein. Le principe, on vous les a donnés. Ce sont les seuils de RED 2 qui s'appliquent avant tout. Et puis après, on prend acte dans les autres textes de ces seuils. Mais voilà, normalement, les textes sont à peu près alignés, on reprend les mêmes seuils. Et donc, pour répondre à la question, non, une installation ETS qui ferait moins de 20 MW, on ne va pas lui dire vous êtes soumise à RED 2, alors que le texte RED 2 lui-même dit que non, elle n'est pas soumise. C'est le texte RED 2 qui prévaut. Très bien, merci pour cette réponse. Et la toute dernière sur le fait de devoir passer à de la biomasse certifiée 100% PEFC. Je rappelle que PEFC, dans son système, prévoit à la fois la biomasse certifiée PEFC, mais aussi tout ce qui est chaîne de contrôle. Donc, ce n'est pas la biomasse qui devra être certifiée à 100%. C'est bien les fournisseurs, chaîne de contrôle, qui devront être certifiés PEFC. C'est le schéma qui est retenu. Voilà, il n'y a pas une exigence, on ne va pas passer à une exigence 100% de plaquettes PEFC. Merci beaucoup pour votre participation et puis on
vois que ça suscite de nombreuses questions. On revient vers vous avec les supports de ce webinaire, la réponse aux différentes questions que vous avez posées et les réponses ce qui constitueront le début de cette foire aux questions pour qu'on puisse le partager largement. On vous informera de l'analyse de risque et de sa mise en consultation publique, des modèles d'attestation et de déclaration. Et puis au fur et à mesure, vous voyez qu'il y a encore quelques précisions à apporter. On complétera en fait cette information, voire même organiser d'autres webinaires. Merci beaucoup, Monsieur Duhalde, d'avoir accepté ce webinaire et merci à tous d'avoir été présents. Merci à vous.